T'es-tu déjà demandé quel secret se cache dans l'une des villes fantômes les plus infames du monde? Des chiens mutants à la forêt rouge, voici les 20 choses les plus étranges qui ont été trouvées à Tchernobyl. Numéro 20. La communauté des survivants. La catastrophe de Tchernobyl est l'incident nucléaire le plus tragique du monde. Le 27 avril 1986, 45 résidents ont été déplacés. Le mois suivant, 116 autres personnes ont été déplacées de leur foyer. Parmi elles, certaines sont revenues de manière non officielle et ont décidé de rester dans la zone contaminée. Après tout, la persévérance fait partie de l'esprit humain. C'est ainsi que Slavutych a été construite, une ville pour les survivants de la catastrophe de Tchernobyl. En 1988, seulement 2 ans après la catastrophe, elle a été construite à 50 km de Tchernobyl. Elle est devenue la dernière ville construite par l'Union soviétique et aujourd'hui, c'est la ville la plus jeune d'Ukraine. Pour construire la ville, des architectes de 8 républiques soviétiques se sont réunis et ont apporté leurs propres idées. Et chacune a construit un district inspiré de ses propres villes. Il y a un district de Vilnius, un district de Riga et même un district de Tbilissi. Avant de fonder la ville, une couche de 2 mètres de terre non contaminée a été posée. Faut garantir que la ville soit à l'abri des radiations. Dans cet endroit, aucun bâtiment ne dépasse 5 étages. Il y a de denses forêts de pins partout. Au début, elle a été conçue comme un paradis, un refuge. En fait, cette ville a eu un jour le taux de natalité le plus élevé d'Ukraine. Cependant, son apogée a été de courte durée. Si aujourd'hui tu t'aventurais à visiter la ville, tu verrais sa vaste place centrale, un lieu destiné à accueillir un centre de recherche. Mais avec l'effondrement de l'Union soviétique, cela ne s'est jamais matérialisé. La ville a fait face à une récession économique. Ses habitants ont entrepris projet après projet, dans l'espoir que le suivant revitaliserait la ville. Cependant, la ville, qui devait à l'origine être un paradis, n'a pas fonctionné exactement comme prévu. Aujourd'hui, la ville continue de lutter pour son avenir, avec l'espoir que des jours meilleurs arrivent. Numéro 19. Des champignons qui se nourrissent de radiation. Les humains ne sont pas les seules créatures à persévérer en temps difficile. La nature continue de persister malgré les atrocités commises par l'humanité. Cela est encore plus démontré par cette découverte étonnante. En 2007, à peine 21 ans après la catastrophe nucléaire, Tchernobyl était encore pratiquement dépourvu de vie. C'est au milieu d'un environnement hautement radioactif que les scientifiques ont découvert plusieurs souches de champignons qui se nourrissaient de radiation. D'une manière ou d'une autre, ces organismes ont survécu et prospéré dans un environnement hautement radioactif, juste dans les ruines du réacteur. Le secret de cet organisme réside dans la mélanine, le même pigment qui donne couleur à notre peau. Les chercheurs ont découvert que ces champignons utilisent leur mélanine pour absorber les radiations gamma et les convertir en énergie. Un processus connu sous le nom de radiosynthèse, un peu comme la photosynthèse. Mais au lieu de la lumière solaire, ils utilisent des radiations mortelles. Cette adaptation permet aux champignons non seulement de survivre, mais aussi de croître plus rapidement dans les zones radioactives. En fait, les chercheurs ont découvert que ces champignons gravitaient vers les points les plus radioactifs à l'intérieur de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Et avec cela, les scientifiques espèrent que ces champignons pourront nous aider. La NASA les a étudiés, pensant qu'un jour ils pourraient protéger les astronautes des radiations cosmiques lors de missions spatiales prolongées. Ou même dans de futures colonies sur Mars. En 2018, un petit échantillon de ces champignons a été envoyé à la Station spatiale internationale et les résultats ont été prometteurs. Potentiellement, ils pourraient agir comme un bouclier naturel autorépliquant contre les radiations pour les voyageurs spatiaux. Numéro 18. Les chiens mutants de Tchernobyl. Presque 4 décennies après la catastrophe de Tchernobyl, un groupe de survivants prospère après son passage. Les chiens de Tchernobyl parviennent d'une manière ou d'une autre à survivre et à continuer de vivre dans l'un des environnements les plus radioactifs de la Terre. Pour y parvenir, ils ont dû s'adapter. Les scientifiques ont découvert que ces chiens sont maintenant génétiquement distincts des autres populations de chiens. Mais comment cela s'est-il produit?
Lorsque le réacteur de Tchernobyl a explosé en 1986, des milliers de personnes ont été obligées d'évacuer les lieux et d'abandonner leurs animaux de compagnie. Bien que de nombreux chiens aient été sacrifiés par crainte de la contamination radioactive, certains ont survécu et ont formé des populations sauvages dans la zone d'exclusion. Ces chiens vivent maintenant dans un environnement radioactif hostile que peu d'animaux ont expérimenté pendant une période aussi prolongée, offrant aux scientifiques une opportunité unique d'étudier les effets de l'exposition chronique à la radiation sur une grande population de mammifères. Les chiens qui vivent près de la centrale nucléaire à l'intérieur de la zone d'exclusion présentent des marqueurs génétiques qui les distinguent d'autres populations. Ces distinctions génétiques pourraient être dues à l'exposition prolongée à la radiation, à l'isolement environnemental ou à une combinaison des deux. Bien que leur diversité génétique soit inférieure à celle d'autres chiens en liberté en Ukraine, ils ont survécu pendant des générations dans un environnement où personne ne s'attendait à ce qu'ils prospèrent. Les scientifiques espèrent que ces études éclaireront non seulement sur la façon dont la radiation affecte les animaux, mais aussi les êtres humains. Étant donné que les chiens partagent des environnements et des régimes alimentaires similaires à ceux des humains, les changements génétiques dans la population de chiens de Tchernobyl pourraient nous aider à comprendre les effets de l'exposition prolongée à la radiation. Numéro 17. Le premier produit après la catastrophe. Cette bouteille est une délicieuse vodka. Une que même les experts en spiritueux les plus passionnés hésiteraient à goûter. La vodka atomique est fabriquée à partir de seigle et d'eau, provenant rien de moins que de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Malgré son association, ses consommateurs peuvent être assurés qu'elle n'est pas radioactive. Ce qui rend cette vodka spéciale, c'est le fait qu'elle est le premier produit de consommation à émerger de la zone. Depuis la catastrophe nucléaire de 1986. Eh bien, la manière dont cette vodka a été élaborée est assez intéressante. Des scientifiques du Royaume-Uni et d'Ukraine ont pris du riz légèrement contaminé par la radiation, l'ont distillé et ont créé une vodka entièrement sûre. Comme cela a été démontré par des tests rigoureux effectués par des experts de l'université de Southampton, la vodka elle-même. Elle est décrite comme un peu comme l'eau de vie maison, avec un profil de saveur plus en accord avec les méthodes traditionnelles de distillation ukrainienne. Le projet, dirigé par Jim Smith de l'université de Portsmouth, a une mission plus profonde que celle de fabriquer de la vodka. L'entreprise Chernobyl Spirit vise à revitaliser l'économie locale et à soutenir les communautés qui vivent encore près de la zone d'exclusion. Numéro 16. Une masse radioactive de mort. Dans les profondeurs des débris du réacteur numéro 4 de Tchernobyl, se trouve l'un des vestiges les plus infâmes de la catastrophe nucléaire de 1986, la patte d'éléphant. Cette masse gigantesque, semblable à de la lave, s'est formée lorsque le réacteur a fondu, combinant du combustible nucléaire fondu, du béton et d'autres matériaux en un mélange mortel appelé corium. Cette combinaison de substances chimiques est mortelle. Et elle ne s'est formée qu'un total de 5 fois dans toute l'histoire. La patte d'éléphant, l'une des plus mortelles, était si radioactive qu'avec seulement 30 secondes d'exposition, on pouvait avoir des vertiges, et en 5 minutes, cela pouvait être fatal en quelques jours. Au début, la patte d'éléphant émettait environ 10 röntgen par heure, une radiation suffisante pour tuer quiconque se trouvait à proximité en quelques minutes. Pour mettre cela en perspective, être à proximité pendant 1 heure équivalait à recevoir plus de 4,5 millions de radiographies thoraciques en même temps. Même à distance, ce corium énorme, d'environ la taille d'une personne, était une force mortelle qui nécessitait une extrême précaution rien que pour le photographier. Malgré sa terrible létalité, la patte d'éléphant n'était pas entièrement composée de combustible nucléaire. La majeure partie était un mélange de béton fondu, de sable et de matériaux du réacteur. Tous fusionnés pendant la fusion. Avec le temps, les niveaux de radiation ont diminué, mais cela reste dangereux. Actuellement, les chercheurs étudient le corium pour mieux comprendre les accidents nucléaires et comment les prévenir. Des répliques de la patte d'éléphant ont même été créées dans les laboratoires pour aider les scientifiques à étudier en toute sécurité les propriétés uniques de ce matériau toxique. Numéro 15. Vers avec des super-pouvoirs. Des scientifiques de l'université de New York ont étudié des vers qui vivent près de la zone d'exclusion de Tchernobyl, et ce qu'ils ont découvert est assez surprenant.
Il s'avère que dans les profondeurs de la zone radioactive de Tchernobyl, il y a des vers avec des super-pouvoirs. Mais pas ce que l'on croit. D'une certaine manière, malgré le fait de vivre dans un sol radioactif avec des créatures qui creusent jour après jour, les génomes de ces nématodes restent remarquablement intacts, ce qui signifie qu'ils sont naturellement résistants à la radiation, à laquelle ils ont développé une résistance au fil du temps. La reproduction rapide de ces vers, qui leur permet de passer par des dizaines de générations en un court laps de temps, a offert aux scientifiques une fenêtre unique sur leurs adaptations évolutives. Alors que d'autres animaux de la zone ont montré des signes de mutation génétique, ces vers semblent avoir développé une capacité remarquable à protéger et réparer leur matériel génétique. Aujourd'hui, ces vers, apparemment insignifiants, ont intrigué les chercheurs qui espèrent apprendre d'eux pour survivre à la radioactivité. Numéro 14. Les loups mutants de Tchernobyl, qui sont immunisés contre le cancer. En plus des chiens, il y avait aussi des loups vivants aux alentours de Tchernobyl. Et eux aussi, tout comme leurs parents domestiques, ont développé une capacité extraordinaire qui les a aidés à survivre dans un environnement radioactif. Résistance au cancer? Oui, c'est exact. Après avoir été exposés à des niveaux élevés de radiation pendant presque 4 décennies, ces loups semblent avoir développé des mutations génétiques qui les protègent de développer un cancer. Les scientifiques qui ont suivi les loups avec des colliers GPS ont remarqué pour la première fois que les animaux se sont adaptés de manière remarquable. Les chercheurs croient que le système immunitaire des loups s'est adapté de manière similaire aux patients atteints de cancer qui subissent une radiothérapie. Leur réponse immunitaire semble se défendre contre les dommages de l'ADN, ce qui conduit généralement au cancer chez d'autres espèces. Les loups vivent dans un environnement où les niveaux de radiation sont 6 fois plus élevés que ceux considérés comme sûrs pour les humains. Malgré cela, ils semblent prospérer et ne montrent pas de détérioration significative de leur santé. Une analyse génétique a révélé des mutations dans l'ADN des loups qui pourraient offrir une forme de résistance au cancer. Cette avancée pourrait avoir des implications considérables pour la recherche sur le cancer chez les humains. Si les loups sont capables d'une telle adaptation, peut-être que grâce à la recherche, nous pourrions découvrir comment l'humanité pourrait y parvenir également. Numéro 13. Le sarcophage est la plus grande structure terrestre mobile du monde. À Tchernobyl, il y a un sarcophage, mais il ne ressemble en rien à ceux que l'on voit en Égypte. Plus qu'une relique laissée par une civilisation ancienne, le sarcophage est le dernier espoir de l'humanité pour contenir une erreur mortelle. La conception de cette structure a commencé le 20 mai 1986, seulement 24 jours après la catastrophe. Sa construction, cependant, a duré 206 jours. De juin jusqu'à la fin novembre de la même année, il a enfermé 200 tonnes de lave radioactive, similaire au corion, 30 tonnes de poussière hautement contaminée et 16 tonnes d'uranium et de plutonium. Sa construction a été difficile, avec les travailleurs luttant contre le temps, mais son installation a été ardue. Des années plus tard, la structure avait déjà besoin d'être réparée, mais la renforcer serait difficile, c'est pourquoi un nouveau confinement de sécurité a été construit. Contrairement au sarcophage, le NSC a été construit pendant 9 longues années, avec un budget de 2 milliards de livres, ou 2,6 milliards de dollars en monnaie actuelle. Avec une hauteur d'environ 117 mètres, une longueur de 161 mètres et une largeur de 250 mètres, le NSE est la plus grande structure terrestre mobile du monde. Il a été construit dans une zone propre et a été glissé sur le réacteur en 2016, utilisant un système hydraulique complexe qui se déplaçait à 60 coups, couvrant une distance de 320 mètres. Numéro 12. La radioactivité continue de contaminer le lait de vache. À 160 km de Tchernobyl, près de 40 ans après la catastrophe de Tchernobyl, la contamination radioactive continue de persister de manière surprenante. Aujourd'hui, nous voyons encore les conséquences du désastre dans le lait de vache. Les chercheurs ont découvert que le lait de vache reste contaminé, même celui des bovins qui vivent à plus de 160 km de l'explosion. Les études de terrain menées dans la région ukrainienne de Rivne ont révélé que les échantillons de lait des fermes locales contiennent des niveaux de césium radioactif jusqu'à 5 fois supérieurs à la limite de sécurité pour les adultes et 12 fois supérieurs à la limite pour les enfants.
Les niveaux de radiation, principalement de césium. Césium 137. Ils continuent de s'accumuler dans le sol et la végétation dont se nourrissent les vaches, et par conséquent, passent dans le lait. Certaines localités de cette région enregistrent des niveaux de contamination allant jusqu'à 500 becquerels par litre, tandis que les limites de sécurité imposées par le gouvernement sont de 40 becquerels par litre pour les adultes et de seulement 40 pour les enfants. Cela représente des risques importants pour la santé, en particulier pour les enfants. Qui sont les principaux consommateurs de lait local? Numéro 11. Une loutre inattendue, malgré la contamination persistante. La vie continue de prospérer à Tchernobyl. Prenons, par exemple, cet habitant inattendu, une loutre. La loutre, qui est généralement vue dans des environnements aquatiques sains, est une image particulièrement encourageante, car elle suggère que les cours d'eau de la région se sont régénérés jusqu'à atteindre un état qui permet la vie. Bien que les niveaux de radiation restent préoccupants dans certaines parties de la zone, une grande partie de la contamination a diminué. Avec le passage des décennies, ce qui a permis aux espèces de revenir en quantité significative. Avec cette loutre se nourrissant joyeusement de poissons dans les eaux proches de la zone d'exclusion, les scientifiques espèrent qu'un jour Tchernobyl redeviendra l'écosystème prospère qu'il a été autrefois. Numéro 10. Tchernobyl reçoit 10 touristes par an. Le 26 avril, on commémore l'anniversaire de l'explosion, INIS 529. Des années après la tragédie, Tchernobyl a vu augmenter le nombre de touristes avec un trafic de 10 personnes par an. La zone d'exclusion est une zone de 180 miles carrés qui inclut la ville abandonnée de Pripyat. Les visiteurs peuvent voir des bâtiments résidentiels envahis par la nature. Un parc d'attractions désolé avec sa grande roue emblématique. Et même une faune qui a prospéré sans activité humaine. Des visiteurs du monde entier arrivent à Tchernobyl, dont la plupart sont des touristes du macabre. Le tourisme macabre, également connu sous le nom de thanatourisme, implique de voyager vers des lieux historiquement associés à la mort et à la tragédie. Bien sûr, voyager vers des endroits comme celui-ci nécessite du respect. Les visiteurs qui ont visité des musées marqués par la mort ne sont pas nécessairement des personnes qui aiment le tourisme. Nordid. À partir de 2014, d'innombrables articles ont été consacrés à débattre de ce sujet avec des voyageurs, y compris PJ. O'Rourke, qui a qualifié son voyage de 1988 à Varsovie, Managua et Belfast de vacances infernales. De nos jours, il existe de nombreuses sous-catégories autour du tourisme sombre, mais le plus important est que visiter des lieux comme Tchernobyl ou le parc mémorial de la paix d'Hiroshima, au Japon, devrait exiger le plus grand respect. Cependant, en raison des incidents récents, Tchernobyl est maintenant rempli de mines terrestres et d'autres explosifs, potentiellement dangereux. Numéro 9. L'ombre de Tchernobyl. Dans les profondeurs de Tchernobyl, il y a un pic vert, mais ce n'est pas ce que tu imagines. Le radar du gars, également connu sous le nom de pic vert russe, est une structure qui s'élève à plus de 150 mètres de hauteur et s'étend sur 22 mètres. Ce colossal système radar qui s'étend au-delà de l'horizon est un vestige de l'ambition de l'Union soviétique. Cette gigantesque structure a été construite pour détecter les missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, qui approchaient à plus de 1000 miles de distance. C'était une ombre qui surveillait les attaques potentielles. Alors, pourquoi cette structure est-elle si proche de Tchernobyl? C'est très simple. Il avait besoin de l'énergie de la centrale nucléaire. Une structure aussi colossale nécessitait beaucoup d'énergie, et une grande partie de celle-ci était fournie par la centrale nucléaire de Tchernobyl. Lorsque ce radar fonctionnait encore, sa taille était si imposante qu'il est devenu célèbre pour interrompre et interférer avec les communications radio dans le monde entier. Les transmissions du radar étaient un son de martèlement répétitif, ce qui lui a valu le surnom de pic vert russe. Les opérateurs radioamateurs du monde entier étaient déconcertés par le bruit étrange qui interférait avec les signaux de l'Europe à l'Amérique du Nord. Malgré les nombreuses théories du complot sur son objectif, il a finalement été découvert qu'il faisait partie du système de défense antimissile de l'Union soviétique. Le radar du gars a été actif de 1976 jusqu'à la fin des années 1980, peu après la catastrophe de Tchernobyl, lorsque le site a été abandonné. Numéro 8. Les bateaux abandonnés de Tchernobyl.
Dans les eaux inquiétantes près de Tchernobyl, il y a une flotte de bateaux rouillés. Ce cimetière de bateaux se trouve dans les bras morts du fleuve privé. Lorsque la catastrophe s'est produite, en 1986, ces bateaux ont été abandonnés. Ces bateaux, qui étaient autrefois utilisés pour le transport, ont été jugés inutilisables. Certains d'entre eux ont été récupérés et démantelés, tandis que d'autres sont restés piégés au mauvais endroit au mauvais moment et ont été gravement contaminés par la radiation. D'autres ont été amenés intentionnellement sur place pour aider au nettoyage, mais ont été abandonnés une fois leur travail terminé. Au fil des années, ces bateaux ont lentement succombé à la décomposition et leurs coques rouillées ont commencé à sombrer dans les eaux troubles du fleuve. Certains de ces bateaux ont même été utilisés pour transporter des déchets radioactifs, scellant ainsi leur destin en tant que résidents permanents de la zone d'exclusion. Numéro 7. Nourriture cultivée à Tchernobyl. 3 décennies après la catastrophe, les chercheurs sont retournés à Tchernobyl pour étudier les cultures cultivées près de la zone d'exclusion. Ils n'ont fait que confirmer leur hypothèse. La radioactivité à cet endroit s'est maintenue pendant des années. Prix de cultures comme le blé, l'orge, le seigle et l'avoine ont continué à absorber des isotopes radioactifs comme le césium-137 et le strontium-90, qui ont été libérés lors de l'explosion de 1986. Ces isotopes se trouvent encore à des niveaux dangereux dans plusieurs produits alimentaires, y compris les céréales, le lait et les champignons cultivés dans les régions proches de Tchernobyl. Cela reste un problème persistant, car les plantes les absorbent facilement, surtout dans les forêts entourant la zone d'exclusion. Pour les communautés locales, le problème est aggravé par les difficultés économiques qui obligent de nombreuses personnes à dépendre des aliments cultivés localement. Malgré les risques, certains résidents continuent de consommer du lait et du pain contaminés par la radioactivité. Et contrairement aux simples bactéries, qui peuvent être éliminées par la chaleur, cuisiner les cultures radioactives n'éliminera pas leur danger. Malheureusement, avec les programmes de surveillance réduits en 2013, beaucoup de résidents près de Tchernobyl ne savent pas si leurs aliments sont vraiment sûrs. Numéro 6. La forêt rouge. Bien qu'elle soit impressionnante à voir d'en haut et de loin, la forêt rouge, située à seulement quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Tchernobyl, est l'une des forêts les plus mortelles de la Terre. C'est l'un des endroits les plus radioactifs de la planète. Depuis la catastrophe, les arbres, qui sont morts presque instantanément à cause de niveaux de radiation 1200 fois supérieurs à ceux qu'un être humain devrait supporter, ont finalement été abattus et enterrés dans le cadre des tâches de nettoyage. Cependant, lorsque la vie a recommencé à fleurir sur le site, les pins aux feuilles brun rougeâtres ont remplacé la végétation autrefois luxuriante. Malgré les tentatives de contenir la radiation, la forêt reste un foyer de contamination. Avec des niveaux de radiation allant de 1 à 10 millisievert par heure, bien plus mortels que la dose qu'un homme peut supporter. Jusqu'à aujourd'hui, la forêt rouge continue de représenter un danger important. Les incendies de forêt, comme celui de 2015, peuvent libérer des particules radioactives piégées dans la végétation, propageant la contamination bien au-delà de la zone d'exclusion. Numéro 5. Le troublant café Périprié. Avec vue sur les environs de la ville de Pripyat. Ce café pittoresque, qui est encore décoré de vitraux, était autrefois l'un des lieux les plus populaires pour les habitants de Tchernobyl. Le café Pripyat, également connu sous le nom de Le Plat par les habitants, était autrefois un lieu de loisirs où les résidents se réunissaient pour prendre un verre, se détendre sur la terrasse ensoleillée ou profiter de balades en voilier pendant l'été. Avec son design circulaire unique et sa terrasse ouverte, il offrait des vues imprenables sur le lac, ce qui en faisait un lieu de prédilection pour les pique-niques et les rencontres sociales. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables était les grandes vitraux ornés, représentant des figures abstraites et vibrantes. Même aujourd'hui, il reste des vestiges de ces vitraux colorés, bien que brisés et usés par le temps. Malheureusement, le désastre est survenu, et peu après, le café. Comme le reste de la propriété, il a été abandonné. Maintenant, la nature le reprend peu à peu. Les arbres poussent à travers les fissures du béton, et la côte est couverte de végétation, ce qui fait que le café autrefois animé s'intègre dans le paysage étrangement calme de la zone d'exclusion. Numéro 4.
l'ours brun aperçu à Tchernobyl. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, des ours bruns ont été vus dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Capturés par des caméras par des chercheurs utilisant des pièges installés pour surveiller la faune, ces créatures montrent que la vie revient lentement dans la zone d'exclusion. Il semble que l'absence d'activité humaine au cours des 3 dernières décennies a permis à la zone de se transformer accidentellement en un sanctuaire pour la faune sauvage. Espérons que cela continue à l'avenir. Numéro 3. Les grenouilles mutantes de Tchernobyl. Chia, Lo, Champignon. Il semble que presque toutes les créatures de Tchernobyl aient développé un certain type de mutation. Cela inclut les grenouilles, en particulier les rainettes orientales. En général, ces grenouilles ont une couleur verte, brillante. Cependant, les chercheurs ont découvert que celles qui vivent à Tchernobyl ont évolué pour devenir beaucoup plus sombres, et certaines sont même devenues complètement noires. Tout comme les champignons, ces grenouilles utilisent la mélanine pour se protéger de la radiation. Ce pigment peut absorber et dissiper la radiation, ce qui aide à protéger les grenouilles des effets nocifs de l'environnement radioactif dans lequel elles vivent actuellement. Il est probable que ce processus de sélection naturelle ait commencé peu après la catastrophe de 1986, lorsque les grenouilles à la peau plus foncée ont pu mieux supporter la radiation et transmettre leurs traits aux générations futures. Numéro 2. Les enfants de parents exposés à la radiation de Tchernobyl. Dans une avancée significative pour la recherche sur la radiation, les scientifiques ont confirmé que les enfants de parents exposés à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ne portent pas de mutations génétiques excessives. Cette découverte survient après des années de préoccupation quant à la possibilité que l'exposition à la radiation de l'accident de 1986 puisse transmettre des changements génétiques nocifs à la génération suivante. Pour cette raison, les chercheurs ont séquencé les génomes de 130 enfants nés de parents qui ont été directement exposés à la radiation, soit par des travaux de nettoyage, soit par la proximité de l'explosion. Ils ont découvert que le nombre de mutations chez ces enfants n'était pas supérieur à celui de la population générale, ce qui est une nouvelle rassurante, notamment pour ceux affectés par d'autres incidents nucléaires, comme la catastrophe de Fukushima en 2011. Les résultats suggèrent que, bien que la radiation puisse causer des problèmes de santé, comme le cancer, chez les personnes directement exposées, elle ne semble pas provoquer de dommages génétiques transgénérationnels. Numéro 4. L'homme derrière la fusion nucléaire de Tchernobyl. Anatoly Dyatlov. L'homme qui était au centre du désastre de Tchernobyl reste l'une des figures les plus controversées. Depuis cette nuit fatidique de 1986, Dyatlov était l'ingénieur en chef adjoint responsable du réacteur 4, où un test de sécurité de routine a conduit au pire accident nucléaire de l'histoire. Connu pour son style de gestion autoritaire et son expertise technique, Dyatlov a pris plusieurs décisions critiques qui ont contribué à l'explosion du réacteur. On dit que la nuit du désastre, Dyatlov a poursuivi le test de sécurité malheureux, ignorant de nombreux protocoles de sécurité. Malgré les avertissements concernant l'instabilité du réacteur, l'insistance de Dyatlov a terminé le test. Cela a provoqué une dangereuse réduction de la puissance de réaction. Lorsque le bouton d'arrêt d'urgence a finalement été pressé, une explosion catastrophique a été déclenchée en raison d'un défaut de conception dans les barres de contrôle du réacteur. Dans les moments qui ont suivi l'explosion, Dyatlov a ordonné aux opérateurs de descendre manuellement les barres, les exposant encore plus à une radiation mortelle. Il a refusé de croire que le réacteur avait explosé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cependant, il n'était pas le seul coupable. Beaucoup soutiennent que le système soviétique lui-même, avec son accent sur l'accomplissement des objectifs de production et son défaut de conception du réacteur RBMK, a joué un rôle tout aussi important dans le désastre. Dyatlov lui-même a soutenu que, bien qu'il ait commis des erreurs, l'accident était le résultat de défaillances systémiques. Malgré avoir reçu une dose létale de radiation, Dyatlov a survécu pendant presque une décennie après le désastre. Bien qu'il ait eu de graves problèmes de santé, il est décédé en 1995, insistant sur le fait que la véritable faute incombait aux institutions politiques et scientifiques de l'Union soviétique. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl n'est qu'un des nombreux chapitres sombres de l'histoire, du moins pour nous. Pour ceux qui vivent ce désastre,
c'est une partie sombre de leur vie. Si vous connaissez d'autres chapitres sombres de l'histoire que vous aimeriez commenter, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires qui apparaissent. À suivre. De plus, regardez ce qui apparaît à l'écran en ce moment. Prenez soin de vous tous.